Ce que je vous propose de vivre avec moi pendant 50 minutes et quelques, c'est pas du tout un discours d'expert. En fait, je ne suis un expert en rien du tout, si en biologie moléculaire et en génétique, mais j'ai pas décidé de vous faire un cours de biologie moléculaire. Par contre, on va parler de génétique. Donc, c'est juste de vous expliquer un peu ce que je pratique depuis 5 ans. Je ne suis pas seul, hein. L'expérience ici, c'est la mienne avec mes étudiants, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire et jusqu'où on peut aller. En fait, tout simplement pour dire qu'il n'y a aucune limite dans l'innovation. Les deux termes intéressants que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est le terme de créativité et le terme d'innovation. Au départ, pour introduire ce que je vais vous montrer, sinon la classe renversée en elle-même n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. La créativité, c'est juste une sorte d'idée, de façon de faire pour comment produire des nouvelles idées. La créativité, c'est la production de nouvelles idées. On peut avoir une idée individuelle. Ici, c'est une idée individuelle, un prof. Mais on peut aussi produire des idées collectives avec des méthodes d'intelligence co-élaborative, co-design, co-working, brainstorming et autres. Il y a plein de méthodologies. Nous les pratiquons. Mais la créativité, quelle que soit la façon dont on l'aborde, ne produit que des idées. Et ces idées, plus elles sont originales, plus elles sont intéressantes, plus elles ont de chances de se heurter au premier mur qui s'appelle le « yes, but ». C'est super, mais tu ne pourras pas y arriver. Tu ne peux pas faire confiance à tes étudiants. Si vous êtes formateur, vous ne pouvez pas faire confiance aux apprenants. C'est vous l'expert. Et vous avez beau dire « je vais quand même tenter le coup », on vous dit à un moment donné « mais tu n'as pas le droit de le faire ». Tu n'as pas le droit de le faire. Et donc, il faut passer ce « yes, but » pour transformer sa créativité en innovation. L'innovation, c'est quand l'idée rencontre la main de l'utilisateur. Là, il y a un usage, il se passe quelque chose. On peut en faire un marché, d'ailleurs, ça peut se commercialiser. L'idée aussi peut être détournée, transformée. Mais l'innovation, c'est carré, pragmatique. D'ailleurs, on peut faire de l'innovation sans créativité. Et donc, comment passer de la créativité à l'innovation? Par l'expérimentation. L'expérimentation, le doing, le Fab Lab, le Creative Lab, ce que vous voulez. Et donc là, il faut travailler avec les usagers. Et ce qui est important dans ce que je vais vous montrer, c'est que l'innovation pédagogique ne peut pas se faire sans les étudiants. Ce n'est pas un prof qui décide de changer sa méthode tout seul et de dire « j'arrête le cours magistral et je vais faire de la carte mentale ». J'arrête le travaux pratique, j'arrête la formation et je vais faire, par exemple, du serious game, parce que j'ai décidé. Non, l'innovation, elle se construit avec les usagers, parce que pendant cette expérimentation, vous allez avoir des succès et des échecs. Les succès, super, hein, on surfe dessus, je vais vous expliquer ce que j'en fais, des succès, pas grand-chose. Les échecs sont extraordinaires, les petits échecs multiples, très rapprochés, sur lesquels vous réagissez. C'est la seule façon d'améliorer votre idée et d'en faire une véritable innovation. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la classe renversée, qui au début ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait la classe en do-it-yourself, mais on l'a appelée la classe renversée très rapidement parce qu'on en avait marre à un moment d'être invité pour présenter la classe inversée, alors que vous allez voir qu'elle n'est pas si inversée que cela. Donc l'histoire commence, et c'est une histoire vraie, même si vous n'en croirez que la moitié, mais tout est vrai. L'histoire commence il y a 4 ans, dans une promotion de licence. Donc moi j'enseigne la génétique moléculaire depuis 30 ans maintenant, et là c'était ma 25e année d'enseignement. Et je me retrouve devant mes étudiants, ils étaient une cinquantaine, un peu comme vous, alignés d'ailleurs en mode classique, hein, vous connaissez ce mode, inventé par les Prussiens au XVIIIe siècle, on aligne les apprenants. Et je dis à mes étudiants, voilà, c'est moi votre nouveau prof de génétique, c'est moi qui vais vous faire cours dans 2 mois, comment voulez-vous que je vous fasse cours? Est-ce que vous avez envie que je vous fasse un cours classique? Vous savez, moi j'adore en plus faire cours classiquement. Donc je ne suis même pas un frustré de l'enseignement 1.0. J'adore faire cours comme ça, avec tous ces visages qui me regardent. Mais je peux vous proposer autre chose. Alors au premier rang, souvent au premier rang, j'avais les bons élèves. Au premier rang, je vois déjà des stabilos qui tombent, des élèves qui deviennent un peu blancs. Au milieu, ça peut changer. Je leur dis... Vous savez, j'ai l'impression que vous disposez en fonction de l'intérêt. Peut-être qu'à certains endroits, près des radiateurs ou autres, vous avez prévu de dormir ou pas. Moi, je peux vous proposer quelque chose de plus actif ou alors quelque chose dans lequel je vous considère différemment. Vous n'êtes plus des élèves, des enfants, et je ne suis plus le maître. On pourrait travailler différemment. Ou alors, si vous préférez, je vous fais cours classiquement. Vous savez, faire cours classiquement, c'est très facile. Moi, le cours de génétique, je le connais par cœur. Ça fait 25 ans que je redouble. Je l'ai dans la tête. Je vous envoie ma science. Le programme, il est défini. J'ai 100% du programme. Charge à vous de l'absorber et de travailler chez vous, de me poser des questions. Parce que le jour de l'examen,
Très simplement, il n'y aura pas de surprise. Je vous interroge sur ce que j'ai expliqué, et si vous avez bon, vous avez des points. Si vous n'avez pas bon, je retire des points. Il faut avoir la moyenne. Voilà. Avez-vous envie de cela? Certains étudiants m'ont répondu en disant « Moi, nous, on aime bien peut-être apprendre différemment, mais pas avec des méthodes comme la classe inversée. » On ne veut pas de classe inversée. Pourquoi pas de classe inversée? La classe inversée, si vous ne connaissez pas, c'est très simple. La classe inversée, c'est les cours à la maison et les devoirs en classe. Donc on inverse les choses, on vous donne tous les documents, les livres, les références, les CD-ROM, ce que vous voulez, vous travaillez chez vous ou en bibliothèque, et quand on arrive dans la salle, moi je ne suis plus le prof, je change de posture, je deviens le grand frère, l'oncle, la tante, la mère, ce que vous voulez, et je vous aide à faire vos devoirs. Alors la classe inversée, Marcel Lebrun vous en a parlé il y a 2 ans de manière très détaillée, c'est l'un des spécialistes, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau tout en bas, le niveau 0 ou 1, ne fonctionne pas très bien. Parce que vous comprenez que des étudiants qui ont des difficultés avec des profs, ben chez eux, tout seuls ou entre amis, c'est pas facile. Et puis quand vous vous retrouvez devant des étudiants ou des apprenants, on va dire, qui soit ont travaillé mais n'ont pas compris, soit n'ont pas travaillé, et que vous répondez à des questions, finalement vous n'intéressez que ceux qui ont réussi à franchir le pas. Et donc dans une classe inversée, beaucoup de profs se remettent à faire des mises au point de classe normale. Donc pas de classe inversée, je dis ça tombe bien, c'était il y a 4 ans. Et maintenant, ça fait vraiment 4 années qu'on fait évoluer ce système. Je leur ai dit, vous savez, pendant les vacances, j'ai imaginé quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis chercheur, et voilà ce que je vous propose. La classe en do it yourself. Autrement dit, c'est très simple, je ne fais plus rien, et vous faites tout. Alors, vous faites tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez, puisque je ne vous donne plus aucun support, je ne vous donne aucun matériel, je ne vous donne pas de cours, de livres, rien, j'arrive les mains dans les poches, très provoquant. Et donc, charge à vous, vous êtes 50 étudiants, vous avez donc une centaine d'hémisphères cérébraux, charge à vous d'aller chercher l'information où vous voulez, de noter cette information, de la digérer, de l'écrire, de la référencer, de publier, de l'éditer, de l'illustrer, de choisir des textes, des images, des vidéos, de la diffuser, de l'écrire, de vous l'expliquer entre vous, de vous poser des questions, de vous interroger, d'organiser vous-même les contrôles surprises, les interrogations du matin, de préparer les QCM, de préparer les énoncés des devoirs, de préparer l'examen, de distribuer les copies, de remplir les copies, de ramasser les copies, de corriger les copies, de faire les moyennes et de me ramener les notes. Voilà. Alors, il y a même un étudiant qui m'a dit qui sera payé là-dedans parce que on est quand même dans un enseignement privé. Je leur ai dit, je suis un chercheur, c'est expérimental, la première année, je continue à être payé, on verra par la suite. En fait, ce qui se passe, c'est que je les paye maintenant. Je les paye, vous allez voir de quelle manière et avec quelle monnaie. Donc évidemment, pour faire ça, qui est très provoquant, il a fallu organiser une méthode. Il a fallu se dire, mais comment peut-on faire cela? Et donc on a décidé de transformer la classe en quelque chose de différent. Et toujours pour les provoquer, je leur ai dit, écoutez, on va arrêter de penser qu'on est une classe, je ne suis plus un prof, vous n'êtes plus des étudiants, on va créer une start-up. Donc, je suis un jeune créateur d'entreprise et je crée ma petite boîte et vous êtes mes collaborateurs, on va faire des business units, on va faire de la production, on va faire du commerce, on va faire de l'échange, on va faire de la transaction. Et puis, notre objet, ça sera de créer de la connaissance. Créons une petite entreprise dont le but est de créer des chapitres de génétique moléculaire. Le cours de génétique moléculaire dont je parle, c'est un cours de licence 3e année, Master 1, très pointu, avec des niveaux intéressants, c'est-à-dire qu'on apprend les structures des gènes, des chromosomes, les régulations, les transcriptions, les mutations, les réparations de l'ADN, l'hérédité, et tous les mécanismes moléculaires qui en découlent. Donc c'est un cours hyper pointu, il faut le connaître pour passer en Master 2, Master 1 ou en école d'ingénieur. Donc les étudiants au début m'ont dit, mais ça va être compliqué, c'est vous qui détenez le savoir, nous ne savons rien. Je leur ai dit, vous savez, le savoir, il est partout. Et si vous faites la somme de tout le savoir de génétique sur Internet ou ailleurs, voire dans les livres, il y en a plus que dans ma tête. Et comme vous êtes 50 et que vous avez chacun un hémisphère droit et un hémisphère gauche, je vais vous proposer des méthodes pour que ce soit efficace. Et donc, on a divisé cette promotion que je ne connaissais pas, puisque moi, je les récupère en 3e année. Ils arrivent de 2e année de licence. On les a divisés en équipes de 6 ou 7. 6, c'est le chiffre magique. Des fois, je fais des équipes de 8 ou 9, c'est plus compliqué, avec des entreprises ou avec des étudiants. 6, pour des tas de raisons, c'est le chiffre magique. Les étudiants ont voulu se mettre par affinité. Ouais, chouette, on va travailler en groupe, on pourra se mettre comme on veut. Non, non, on va faire un casting. Pour ça, on a utilisé la méthode de la FIFA. Je parle de la méthode pour fabriquer les groupes pour les qualifications, pas des méthodes financières ou des méthodes...
Donc j'ai demandé à ma collègue de deuxième année qui connaissait bien ces étudiants d'écrire leurs noms sur des petits bouts de papier, 40 petits bouts de papier, 6 groupes. Je lui ai dit, c'est qui les têtes de série là-dedans? Les 6 étudiants les plus académiques, ceux qui adorent apprendre par cœur, réciter, qui ont les meilleures notes. Et donc on a sorti les 6 noms des meilleurs d'un point de vue académique, genre l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, la France, l'Espagne, le Portugal. Et puis, quand j'ai eu mes 6 têtes de série, dans le paquet de papier restant, je leur ai dit, et les 6 dont on aimerait bien se passer? Vous savez, ceux qui viennent pas, ils sont sûrement très bons dans plein d'autres choses, mais pas en cours. Et là, on a mis les 6 élèves, et ainsi de suite, les 6 meilleurs, les 6 moins bons, les 6 meilleurs, d'un point de vue des notes. Et quand j'ai eu terminé mes 6 rangées, j'avais mes 6 groupes, on a décidé de casser les affinités. Qui est copain avec qui sort avec une telle, un tel, qui est le binôme de... Et on a cassé toutes les affinités. Si bien que le premier jour de la classe renversée, ils sont rentrés comme ça et je leur ai dit « Bienvenue dans l'entreprise ». C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. On n'est pas entre copains, entre copines, on est en équipe, on est tous différents et on doit faire du bon boulot. Après, si vous voulez vous amuser, c'est autre chose. Donc, on va travailler de manière performante. Dans chacune des 6 équipes, il y en a qui sont très forts pour comprendre la génétique et d'autres qui ne connaissent pas la génétique, mais ils sont très forts pour aller farfouiller sur Internet, chercher des films, des schémas. Et on va travailler de manière collective. Donc, je vais vous donner des notes. Tout le monde aura la même note. Donc, si vous êtes une équipe de 6, vous aurez tous la même note. Si je vous mets 18, tout le monde a 18. Même celui qui n'a rien fait. Et si vous n'êtes pas bon et que vous avez 3 sur 20, tout le monde a 3 sur 20. Même si y en a un qui a travaillé comme un fou, il a 3 sur 20. Charge à vous de vous réguler. C'est pas juste, monsieur, vous ne pouvez pas. Yes, but, vous ne pouvez pas. Ok, c'est pas juste, mais si vous n'êtes pas capable de tester ça dans l'université, je vous plains plus tard dans votre boulot, quand c'est vous qui ferez le travail à la place des autres. Mais je vous rassure, moi je suis là, j'observe, je regarde, je vais évaluer autre chose que votre rendu de connaissance, je vais regarder un peu comment vous comportez, et on va mettre au point des tests d'auto-évaluation. Un 180 degrés modifié que j'ai appelé la détection du passager clandestin. Comment on repère dans le groupe celui qui essaye de se dire « Tiens, moi je ne vais rien faire, mais j'aurai une bonne note ». Au début, c'est très simple, j'ai proposé aux étudiants d'aller chercher l'information par eux-mêmes, de se donner des rôles. Donc je leur ai proposé dans chaque équipe, à leur choix, un responsable d'équipe, un responsable des textes, un responsable de la connexion, un responsable de la production, un responsable de la formulation des questions. Et ils ont choisi eux-mêmes, ils ont fait des listes. Au bout de 3 à 4 semaines, et c'est comme ça depuis 4 ans, au bout de 3 à 4 semaines, ils sont responsables de tout. C'est-à-dire qu'il faut leur donner des responsabilités au début et après ils vont se les partager. Maintenant, s'il y a un groupe qui veut garder les responsabilités, c'est son problème. Donc les étudiants arrivent dans ma salle. La seule règle, c'est que le cours commence à 8 heures, 0 minutes, 0 secondes et 0 millième de seconde. C'est la seule règle. Tout le monde doit être là quand ça démarre, parce que le premier quart d'heure, c'est moi qui prends la main, et pendant les 15 premières minutes, je leur propose quelque chose de surprenant. Donc j'ai à peu près une trentaine de cours, je les vois 30 fois dans l'année, il se passe 30 entrées en matière différentes. Si bien quand ils s'installent, ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors qu'avant, ils installaient leurs affaires, ils posaient leurs affaires, oui, ça va commencer, on en était où le dernier cours, où vous êtes, est-ce qu'il y a des questions sur la semaine dernière? Et puis, vous savez, le cerveau, il commence à chauffer seulement au bout d'un quart d'heure, tandis que là, il va se passer quelque chose à 8 heures, et ça peut leur amener des points. Et donc, qu'est-ce qui se passe à 8 heures, entre 8 heures et 8h15? Des choses très différentes, je vais juste vous donner les noms pour vous mettre en appétit. Ça peut être, par exemple, un QCM inversé, un QCM intelligent, un ping-pong, un karaoké, des tableaux tournants, de la tricherie obligatoire, etc. Chaque exercice portant un nom, mais chaque exercice étant construit de manière à ce que les groupes se passent de l'information entre eux. Donc chaque groupe fabrique des chapitres, va sur Internet, ils sont connectés, ils viennent avec leurs propres outils. Alors j'ai des étudiants aujourd'hui, quand vous venez dans ma classe, ils ont 21, 22 ans, ils ont des PC, des Mac, des téléphones, des tablettes. Demain, ils auront peut-être des lunettes, je ne sais quoi. Et j'ai des étudiantes et étudiants qui travaillent sérieusement pendant 2 heures d'affilée sans jamais se connecter avec leurs copains, uniquement avec un smartphone. En fait, il faut transformer les ennemis en amis. Et donc moi, j'ai transformé tous les outils un peu de communication en outils pour travailler. Et j'ai des doctorants qui observent ma classe et qui ne sont pas très surpris de la méthodologie, mais qui me disent « Il n'y a aucun de tes étudiants qui va sur Facebook, Twitter et autres pendant ton cours, sauf pour communiquer entre eux. » Puisqu'ils doivent communiquer entre eux pour produire du livrable, parce que chaque journée ou chaque heure séance de travail produit du livrable. Les étudiants produisent leurs documents, leurs cours sur Google Doc, c'est un document partagé, ils écrivent en coélaboratif, et quand vous avez un groupe qui remplit un chapitre et qui met des choses un peu fausses ou incompréhensibles, il y a un autre groupe qui le surligne, ou moi-même qui peut vérifier un peu ce qui se passe, puisque je suis connecté.
En fait, comme j'aurais dit que je ne faisais plus rien, je fais plein de choses. J'organise des exercices, je passe, je suis hyper disponible. Donc, ces étudiants-là, vous voyez, vont chercher la matière, mais ils doivent la référencer. Ça, c'est très compliqué pour un bon élève. Quand je dis un bon élève, je parle de celui qui a des bonnes notes, hein, ce n'est pas celui qui est bon. Et donc, le bon élève, lui, il attend qu'on lui donne la vérité. Et il ne faut pas chercher. Ce qu'a dit le prof, c'est vrai. Quand il y a une question, c'est quoi la réponse? Pourquoi vous m'avez enlevé un point? Tandis que là, ils n'ont juste que le titre du chapitre. Donc, si le chapitre s'appelle « La régulation des gènes », vous mettez dedans ce que vous voulez. Évidemment, moi, je leur apprends à faire des plans. Ils construisent des plans. Et puis, je regarde si les fondamentaux sont bien notés dans ces plans. Donc, les étudiants produisent. Ils sont comme ça en équipe. Et moi, j'ai une grande disponibilité parce que je peux passer d'un groupe à l'autre. Je suis le directeur général. Et donc, je regarde la production, je regarde comment ça se passe, est-ce qu'il y a du rebut, est-ce que c'est bien livré, des choses comme ça. La qualité de ce qui est fait. Je vais noter la qualité, la quantité. Je leur donne des indications, hein, pas plus de 3 pages, pas plus de 2 schémas, donc ils ont un référentiel. Et puis, ils doivent respecter les livrables à la fin de chaque cours, les cours doivent être sur Internet, etc. Ils peuvent les travailler ensemble. Donc, je suis disponible, c'est super agréable. Avant, quand je faisais un cours normal, quand j'étais normal, et j'aimais ça, je terminais mon explication, puis quand je me retournais, je leur disais « Est-ce que vous avez des questions ?» Et là, pas souvent de questions. Et quand l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux levait le doigt pour me poser une question, mais je lui répondais « Ah, très bonne question. » Effectivement, il se trouve que, je peux vous dire qu'autour, c'était déjà ailleurs. Certains étudiants, tant mieux, pendant qu'il lui répond à sa question, moi je fais autre chose, et puis il nous barbe avec sa question où j'ai pas compris. Tandis que maintenant, quand on me dérange, je suis le DG quand même, quand on me dérange, il y a 6 étudiants, la règle c'est que si l'un d'entre eux me pose une question, les 6 autour sont obligés d'écouter. Et je passe pas plus de 5 à 10 minutes. Donc il y a un problème, je m'approche d'un groupe. Ok, c'est quoi, monsieur, on a trouvé 2 schémas. Ici, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne comprends pas ce nom. Et donc à ce moment-là, je les aide, je leur explique et j'ai 100% d'attention pendant 10 minutes. Et ensuite, je passe à un autre groupe. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils m'apprennent des choses. Ce qui n'était jamais le cas avant. Avant, quand je faisais 2 heures de cours magistral, je ressortais fatigué et pas plus intelligent. Maintenant, quand je sors de mes 2 à 3 heures de cours en collaboratif, ils m'apprennent des choses que je ne savais pas. Un jour, des étudiants, comme ça, en exposant leurs résultats, ont dessiné sur le tableau une belle bactérie avec 2 chromosomes. Or, tout le monde sait ici que les bactéries n'ont qu'un seul chromosome, circulaire, en général. Et donc, moi, qui jouais le rôle de l'élève, puisqu'ils testent le cours sur moi, je leur dis, oui, c'est intéressant votre schéma, mais pourquoi il y a 2 chromosomes? Il y a 2 chromosomes, monsieur, parce qu'on a trouvé 2 chromosomes. Vous voyez bien qu'il y a 2 chromosomes. Et pour les aider encore, j'essaie de trouver une explication, parce que je ne peux pas leur dire n'importe quoi, il n'y a qu'un seul chromosome, retravailler, il faut leur donner confiance. Donc pour les aider, je cherche une explication et je leur dis, ah oui, je crois que j'ai compris. En fait, cette bactérie, elle va se diviser en 2. Et avant de se diviser en 2, elle multiplie son chromosome, elle le double, c'est normal. Et donc, ça permet d'avoir 2 bactéries. Et là, voilà une étudiante qui me dit, mais monsieur, n'importe quoi. Vous voyez bien que l'un des 2 chromosomes est plus gros que l'autre. Donc, ça ne peut pas se diviser, parce que quand un chromosome se divise, il donne 2 chromosomes égaux. Alors là, je n'avais pas remarqué que l'un des 2 était plus petit que l'autre. Je lui dis, ah oui, effectivement, donc ça doit être un autre problème. Et là, le 3e étudiant du groupe me dit, monsieur, écoutez bien. Dans le Massachusetts, un laboratoire américain, il y a 3 ans, a montré que chez cette espèce de bactérie, pour 32 souches, il y avait 2 chromosomes qui codent pour des gènes différents. Ah. Là, je mets des points. À chaque fois qu'ils m'apprennent des choses, je mets des points. Ça s'est passé un mardi matin. Le mercredi après-midi, j'avais cours en médecine. 500 élèves devant moi dans un amphi, avec beaucoup de redoublants. Cours sur les bactéries. Les bactéries, comme vous le savez tous, puisque moi j'ai les cours de médecine, cours du sachant, les bactéries, comme vous le savez tous, n'ont qu'un seul chromosome. Là, tous les redoublants, oui, n'ont qu'un seul chromosome. Mais sachez que, dans le Massachusetts, il y a cela 3 ans, une équipe d'Américains a montré que chez cette espèce, 32 souches, et là j'entends un étudiant en premier rang qui dit « Waouh, le prof !» Le redoublant, lui, ça l'embêtait parce que qu'est-ce que je dois apprendre? 1 chromosome, 2 chromosomes, il ne savait plus. Et là, son copain lui répond, oui, mais c'est un chercheur, forcément, up to date. Hein. Donc, les pédagogies, quand vous faites travailler les apprenants, vous apprennent, il y a beaucoup de pédagogie, on sous-estime la force du groupe. Il faut travailler avec les étudiants parce que si vous digérez, évidemment, des fois, ils me racontent des choses fausses, mais ce n'est pas un problème. Quand ils discutent sur des erreurs que l'on corrige ensemble, ils se souviennent ensuite de ce qui est vrai parce qu'il y a eu ce débat au moment de l'erreur. Donc les étudiants travaillent depuis 3 ans, 4 ans, ils travaillent, ils produisent. L'un de mes profs m'avait dit, ton truc-là, il ne marchera qu'un an, hein, parce que l'année suivante, comme il se passe Internet, tout ça, leurs chapitres seront faits. Eh bien non,
Chaque année, depuis 4 ans, les étudiants, par groupe, font des chapitres différents, avec des cours différents. Et je pense que s'il y en a un d'entre eux dans un groupe qui dit « ça serait bien qu'on fasse un copier-coller du groupe de l'année dernière », comme il y a 15 à 20 pages par chapitre, vous avez toujours les autres qui lui disent « ah non, non, nous on ne va pas faire un copier-coller de 25 pages pour les apprendre par cœur, on ne sait même pas s'il y a des erreurs ou pas d'erreurs, autant faire un copier-coller direct d'un site d'université. » Et donc les étudiants jouent le jeu, et moi je vois sur la plateforme le cours qui se construit régulièrement de séance en séance. Et puis la première année, incroyable, est apparue dans mon cours, ça faisait 25 ans que j'enseignais la génétique, mais pour la première fois est apparu dans mon cours un objet incroyable que j'avais jamais vu en cours. Vous savez, un objet bizarre qui se branche pas, qui a une texture compliquée, on peut même pas scroller, on peut même pas faire des agrandissements en papier, même avec des choses écrites. Un livre. Un livre dans mon cours. Je dis, c'est quoi cet objet? Ah ben ça, c'est un livre. Les bons étudiants, les seuls qui mettent 50 à 25 euros, 30 euros pour acheter des livres de génétique, ceux qui aiment la génétique, donc 10 à 15% de mes étudiants achètent des livres, pas les autres. Les autres se disent, le cours est très bon, je prends le cours. Eh bien, se fatiguant d'aller chercher de l'info avec discernement, ils se sont dit, la vérité est dans les livres, ils ont ramené des livres, et donc, depuis 4 ans maintenant, ils ramènent leurs livres, et même je ramène les miens. Toute ma bibliothèque, depuis 3 ans, sur un chariot et dans la salle. Et mes livres, qui pendant des années étaient rangés dans des bibliothèques, avec moi qui avais le droit d'y toucher, au bout de 3 ans, si vous voyez l'allure de ces livres maintenant, entre les mains des étudiants utilisés, ils sont pleins d'ADN, il manque des pages des fois, eh bien, et ces livres ont repris vie, le numérique ramène le papier. Le numérique à 100% ramène le papier. Je vais même aller plus loin, le distanciel, on fait des MOOC chez nous, on fait du e-learning, le distanciel, plus vous le travaillez, ramène le présentiel. Les gens ont besoin de présence. Le numérique ramène le papier, le distanciel ramène le présentiel. Et vous verrez à la suite, l'innovation pédagogique ramène l'enseignement académique. L'innovation pédagogique va redonner des lettres de noblesse à l'enseignement magistral. Parce que les étudiants, quand vous les mettez dans des systèmes ou apprenants complètement perturbants, renversants, à des moments donnés, et moi mes étudiants ne s'en privent pas, viennent vous voir, monsieur, s'il vous plaît, là, sur un chapitre, on a un gros problème. Est-ce que, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas nous faire un cours normal? Pendant un quart d'heure seulement. Un quart d'heure. Un cours normal, vous savez, vous êtes au tableau et je leur explique. Le cours magistral, un quart d'heure, c'est le maximum d'attention qu'un étudiant vous donnera pour un cours magistral. Un PowerPoint, c'est un quart d'heure. Si vous dépassez un quart d'heure avec un PowerPoint, c'est que vous racontez autre chose que ce qu'il y a sur le PowerPoint. Et donc le PowerPoint c'est un quart d'heure, c'est le cours magistral, c'est impossible d'intéresser tout le monde en même temps, il y a toujours quelqu'un qui s'ennuie à un moment donné, c'est impossible, ça a été prouvé. Et donc si vous voulez être performant, il faut que les gens aient envie de vous écouter pendant un quart d'heure, avec 1 ou 2 illustrations, et là vous allez au fondamental. Ça c'est en présentiel. Sur Internet, en e-learning, en MOOC, ce quart d'heure là c'est 3 minutes. Donc là, vous attirez l'attention sur 3 minutes, après vous avez perdu l'attention. Si vous voulez faire 5 minutes, il faut mettre une petite photo, un petit film, et puis vous faites semblant de parler, et là vous pouvez monter à 5 minutes. Donc, les moments fondamentaux, eh bien vous pouvez les passer, les plugger. Donc moi je fais de la classe renversée, mais tous les 10 minutes, un quart d'heure, toutes les heures, selon leur demande, je peux très bien, eh bien, leur mettre une séquence de cours normal. Et puis nous avons envahi l'espace différemment. La première année, j'avais pas d'espace, donc j'ai pris une salle de travaux pratiques, j'ai demandé à l'un de mes collègues qui enseigne la physique-chimie, toi tu as un grand laboratoire avec des tables, ça m'intéresse, plutôt que de mettre mes élèves serrés, on a mis des tables, on n'avait pas de tableau particulier, on a pris du paperboard, on a scotché sur les murs, on a dessiné un peu partout, et l'année suivante, l'université a investi dans des salles, des salles d'expérimentation pédagogique, des learning labs, pour faire sérieux, des meeting labs, des media labs, des fab labs, des creative labs. On a que du lab chez nous, tout est en lab. Mais en fait, là-dedans, c'est juste des espaces qui permettent aux gens de retravailler et d'échanger correctement. Mais la plus belle innovation qu'on a mis dans ces labos, c'est qu'on a mis du Velleda sur tous nos murs, des plaques aimantées, et donc les étudiants ont des feutres et travaillent sur les murs. Donc quand vous venez dans ma classe, au bout de 2 à 3 heures de travail collectif, les étudiants se sont appropriés les murs. Ils écrivent, ils dessinent, ils s'expliquent. Moi, je joue le rôle d'étudiant aussi. Et au bout de 2 à 3 heures de cours, quand ils sortent de ma salle, on dirait la grotte de Lascaux. Vous savez, complètement décorée. Mais au lieu d'avoir des animaux préhistoriques, il y a des formules, des virus, des bactéries, des courbes. Et donc les étudiants, ils font des schémas pas terribles, vous savez.
Aucun de ces schémas n'est publiable, mais il leur a permis de se poser la question, de discuter, d'argumenter. Et quand ils récupèrent le livre, quand ils regardent mon PowerPoint ou autre que je peux leur donner, parce que je ne le présente plus, eh bien ils comprennent le lien entre ce qu'ils auraient pu trouver ou dû trouver, et puis le dessin sur lequel ils ont discuté. Provoquer la discussion, provoquer la controverse, même s'il y a des conflits un peu sur des explications, ça ancre leur mémoire. Alors on a inventé aussi des tas de petites méthodes, je vais en décrire qu'une seule parce que le temps presse, mais celle-là elle vaut son pesant d'or, on l'a appelée les tableaux tournants, testez-la chez vous, vous allez devenir addict. Les tableaux tournants, c'est une méthode qui nous a été inspirée de l'entreprise. En fait c'est dans une entreprise de bricolage que j'ai vu ça, le codir de l'entreprise utilisait cette méthode-là avec des feuilles. Moi qui ne suis pas du tout un bricoleur, je déteste le bricolage, j'ai été inspiré par cette méthode en discutant avec les chefs d'entreprise et je me suis dit tiens cette méthode-là je vais l'utiliser en cours. Voilà donc la situation. Je me promène dans mon entreprise et je m'aperçois à un moment donné qu'un fondamental n'est pas connu. Donc les étudiants n'ont pas compris par exemple, je vais prendre l'exemple que je prends souvent, comment la molécule d'ADN se divise en deux. Comment un chromosome donne 2 chromosomes. Ah, voilà. Ça s'appelle la réplication. Ça, franchement, si vous ne connaissez pas la réplication, c'est même pas la peine de faire de la génétique. C'est comme si vous ne savez pas qu'un 1 fait 2, parfois ça peut faire plus, 3, il paraît. Eh bien, si vous ne savez pas ça, c'est difficile de continuer. Donc, ce que je faisais avant, et peut-être ce que vous faisiez aussi, ce que vous faites, c'est que je prenais l'attention maximale et je disais à tout le monde, écoutez, on a un quart d'heure pour régler ce problème. Il faut absolument que tout le monde sache comment le chromosome se divise en 2. Écoutez-moi attentivement un quart d'heure. Attentivement, parce que ce que je vais vous montrer, vous l'aurez à l'examen, c'est sûr. Ne venez même pas à l'examen si vous ne savez pas faire ça. Donc je ne peux pas faire mieux pour les motiver. Eh bien, quand j'avais fini mon explication de la réplication et que j'effaçais le tableau au bout d'un quart d'heure et que je me retournais, qui est capable de me réexpliquer la réplication du chromosome? Figurez-vous qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas capables. Soit ils ont lâché, soit ils sont perdus. Donc là, nous faisons une méthode différente. Je leur dis, vous savez, vous êtes 50 étudiants, la réplication du chromosome pose un problème, on va la résoudre en un quart d'heure. Il y a 6 tableaux, vous êtes 6 équipes, top, c'est parti, je prends mon chronomètre, on a un quart d'heure, vous êtes connectés, vous allez me dessiner 6 molécules d'ADN qui se divisent, 6 groupes, c'est parti. Et voilà mes étudiants qui dessinent des chromosomes. Et au bout de 3 minutes, il faut être un peu vicieux quand on fait de l'innovation, au bout de 3 minutes, je leur dis stop, posez vos feutres, on arrête tout. Mais monsieur, vous aviez dit 15 minutes. On arrête, posez vos feutres, on continue le travail, mais vous changez de tableau. Vous tournez, vous changez de tableau, l'équipe 1 va sur le tableau 2, l'équipe 2 sur le tableau 3, et on continue. Vous avez juste à continuer ce que vous faisiez, mais sur le schéma d'un autre groupe. 3 minutes, ils ont compris qu'il allait y avoir une autre rotation. Deuxième rotation, 3 minutes. 3 x 3, 10 minutes, à peu près. Et au bout de 10 minutes, j'ai 6 tableaux avec 6 molécules d'ADN qui se divisent. Il ne reste plus que 5 minutes et je leur dis, regardez ces molécules, quelle est celle, d'après vous, qui est la plus complète? Quelle est la représentation la plus intéressante? En même temps, moi je regarde que le tableau m'intéresse. Et donc on se met tous en face du tableau numéro 5, par exemple, et je leur dis, regardez, voyez ce tableau? Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, correct, c'est bon. 2 erreurs. C'est pas 5', c'est 3'. Ici, l'enzyme, elle n'est pas là, elle se trouve là. Et 3 oublis. Il manque la polymérase, il manque la protéine SSB, que d'ailleurs vous trouvez sur le tableau 1 et sur le tableau 5. Et il manque telle annotation. Et je retourne le tableau, un quart d'heure. Je leur dis, voilà, vous êtes 40, c'est très simple. Qui parmi vous est capable, en 2-3 phrases, d'expliquer à tout le monde comment la molécule d'ADN se réplique avec 2 caractéristiques? Je lui mets un 20 sur 20 tout de suite. En contrôle continu. 40 doigts qui se lèvent. Voilà, parce qu'ils ont co-travaillé, co-élaboré. Alors, vous pourriez vous dire, waouh, génial, quelle bonne méthode, le secret, il est content de sa méthode, mais ça ne marche pas tout le temps. On peut avoir un succès et un gros échec. J'invite un prof une semaine après, je lui dis, je vais te montrer les tableaux tournants, tu vas voir, c'est d'enfer. Et là, je mets mes étudiants et je recommence de la même manière et je leur dis, on va résoudre la régulation de l'opéron-lactose. L'opéron-lactose, c'est un gène de bactéries, comment il se régule, on va résoudre ça. Hop, c'est parti, dessinez-moi 6 régulations d'opéron-lactose. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 minutes? Quand j'ai fait ma première rotation, chacun des 6 groupes était parti sur une explication différente. Tellement la question était compliquée. Et donc, quand ils ont fait la première rotation, l'exercice était mort. Parce que l'équipe 1, elle se retrouve devant le schéma 2, elle dit « je ne comprends rien du tout ». Et il n'y a que 3 minutes. Donc, vous voyez que ça peut marcher une fois, ne pas marcher une deuxième fois. Il y a un échec, pas d'échec, on apprend des échecs. Maintenant, moi, cette méthode, je l'utilise pour des problèmes simples. J'ai trouvé un autre exercice pour les problèmes difficiles. Mais c'est par les échecs qu'on apprend aussi à retravailler et à trouver d'autres types d'exercices.
La classe en do it yourself, c'est comme ça qu'elle s'est appelée pendant 1 an. Et puis, on a ajouté quelque chose de particulier qu'on ne trouve pas dans la classe inversée. Parce que dans la classe inversée, vous savez, il n'y a pas vraiment toujours, ça dépend des niveaux de classe inversée, mais dans pas mal de classes inversées, il y a toujours des problèmes, je dirais, qu'on ne résout pas parce qu'il n'y a pas d'inversion de posture, il n'y a pas de changement de posture. On a juste changé la location, le lieu. En gros, l'élève, il apprend chez lui et on fait les devoirs en classe. Mais en classe, je reste le prof qui aide à faire ses devoirs. Donc je reste le prof, tu restes l'élève. Moi, ce que je leur ai dit, c'est la chose suivante. Vous savez, peut-être que vos parents vous l'ont dit, moi je l'ai entendu souvent, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, si vous deveniez les profs et moi l'élève, donc 40 profs, un seul élève. Donc vous produisez des cours, vous produisez des chapitres, vous allez tester tous les chapitres sur un seul élève. En fait, vous êtes dans une situation de rêve que tous les profs mourraient d'envie d'avoir. 100% de votre promo est composé du meilleur étudiant. Une promo d'un élève qui est le meilleur en génétique. Vous imaginez, vous avez une classe, vous n'avez qu'un seul élève et ça fait 25 ans qu'il fait votre matière. Je ne suis pas sûr qu'il soit forcément meilleur, mais pourquoi pas. Et donc, ils testent, donc ils font des explications, et quand ils sont au tableau, qu'ils font des démonstrations, chapitre 1, chapitre 5, etc., on fait tourner les chapitres, enfin, il y a plein de méthodes, forcément, ils le voient à mon air. Hein. Si j'ai l'air d'être satisfait, ben, ils sentent que c'est bon ce qu'ils mettent, et quand je leur pose des questions, ils sentent qu'il y a un problème. Donc, si je leur dis... pourriez me expliquer pourquoi le centromère du chromosome, c'est peut-être qu'ils l'ont oublié, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc ils testent le cours sur le prof, et moi je contrôle leur production sur Internet, et je ne contrôle que le fondamental. Je ne corrige pas les petites erreurs, je contrôle vraiment le fondamental. Chaque année, les cours sont différents, chaque année, les plans sont différents. Un prof m'a dit, oui, mais tu n'as pas le temps de faire tout le programme, comment ça fonctionne? Oui, mais je t'explique. Moi, quand je fais du cours normal, je leur balance 100% de mon cours et ils en retiennent combien? 50, 60%? Ils comprennent que la moitié. Tandis qu'ici, depuis 4 ans, ils construisent par eux-mêmes 50 à 60% du cours, ils le connaissent par cœur, et avec les meilleurs, je peux pousser un peu plus loin. Donc j'arrête de perdre du temps avec les 5 à 10% de notions que personne ne comprend. La situation du prof, il est au tableau, il est en train de faire la démonstration la plus compliquée de l'année, il se dit, il n'y a personne qui comprend derrière moi, ou peut-être un, et je perds mon temps, et puis vous avez tous les étudiants, cause toujours, tu m'intéresses, ou alors ouais, c'est génial pourvu que ça dure, parce que pendant ce temps-là, je fais autre chose. Et donc finalement, à la fin, vous avez perdu un temps immense, et puis en plus, l'examen, le jour de l'examen, il n'y a pas aucun prof qui fait 100% de ses questions sur ce chapitre-là. Sinon, tout le monde a 0 sur 20 et vous avez des problèmes. Donc, on se dit, on va travailler, construire, bien apprendre ce que vous êtes capable de faire. Et vous savez, les fondamentaux, moi, ce que j'observe depuis 4 ans, c'est que les 60 à 70, voire 75% de ce qui est produit, ça correspond à ce qu'ils comprennent habituellement quand je fais un cours magistral. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Une fois, je faisais une conférence et on tweetait, et il y a un des participants qui a tweeté « Monsieur Caillé est en train de nous expliquer que la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre ». Et c'est seulement à la fin de la conférence que j'ai vu sur Twitter l'inversion, l'erreur, et que j'allais m'approcher de lui en lui faisant remarquer, et que je me suis dit « Mais il a raison, aussi ». Mais c'est une autre façon vraie de dire autre chose. La meilleure façon d'enseigner, c'est peut-être aussi d'apprendre des élèves, d'apprendre des apprenants, de dire « je ne sais pas », de sortir de sa posture de sachant, d'oser prendre des risques. Tu ne vas pas faire ça. D'oser se dire qu'on ne va pas être considéré autrement si on dit « je ne sais pas qu'il y a 2 chromosomes » ou autre chose. Le virus Zika, comment il fonctionne, ses points communs avec le virus Ebola, moi je ne sais pas. Monsieur, vous ne savez pas. 25 ans de génétique, vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur de Lille et vous ne savez pas ça. Et donc, mais je ne sais pas. Par contre, je suis capable de vous le trouver tout de suite et on va aller le chercher ensemble. Donc les étudiants, quand ils me posent des questions dont j'ignore la réponse, qui arrive 10 à 15% du temps, eh bien, on va chercher ensemble la réponse et là, ils ont plus de points, donc ils sont valorisés. Donc les élèves deviennent les profs, le prof devient le seul élève, à tel point d'ailleurs qu'il n'y en a plus qu'un seul chez nous qui rentre chez lui avec des devoirs à la maison. C'est moi. Voilà, donc j'ai un cartable et j'ai des devoirs. Quand ma femme me dit « tu corriges encore tes copies », tu sais très bien que je ne corrige plus de copies, mais j'ai des devoirs parce que lundi matin, ils ne vont pas me rater. Je vais avoir une interrogation surprise et j'aimerais bien avoir une bonne note. Franchement, je préfère travailler chez moi 1 ou 2 heures à faire des devoirs d'étudiants qui ont construit le cours plutôt qu'à corriger des copies pendant 5 à 6 heures de lire toujours les mêmes choses. Alors, ça me permet aussi de dire à mes collègues, certains qui ne comprennent pas, on
On reviendra sur les copies, juste parce que vous réagissez. Moi, je travaille en école d'ingénieur aussi, et vous savez, en école d'ingénieur, on a 90%, 85% de nos étudiants, au bout de 5 ans, ils ont leurs examens. Oh, très bien, il y a très peu d'échecs, au bout de 5 ans. Et quand je vois le temps passé à corriger par rapport au temps passé à être en face à face ou interagir, je me dis, mais on pourrait trouver par créativité, et on fait des tests, hein, on pourrait trouver par créativité des façons de limiter les temps de correction. D'ailleurs, ça intéresse beaucoup mes collègues qui n'aiment pas du tout l'innovation pédagogique, qui me disent dans la salle des profs, ça c'est ton truc, moi ma méthode elle fonctionne bien. Moi j'ai organisé plusieurs fois avec mes étudiants des devoirs surveillés, non surveillés, corrigés par les étudiants. On commence à 8h, on finit à 10h, toutes les copies sont corrigées, je vais les porter au secrétariat. Et donc quand mes collègues me disent, tu fais quoi? Ben, je viens de porter mes copies au secrétariat, c'est le contrôle de ce matin. Ah bon? Oui, t'en fais pas, c'est une méthode do it yourself, je vais t'expliquer. Oh mais ça m'intéresse ça. Oui, parce que moi j'ai ma pelouse à faire, j'ai la haie, je dois faire... Et donc franchement... c'était pas possible de corriger des copies ce week-end. Et quand vous amenez un prof à imaginer d'être innovant dans la correction et l'évaluation, eh bien, il a envie ensuite d'être innovant dans la pédagogie, parce que si vous changez les règles de l'examen, ben, vous êtes obligé de changer ce qu'il y a avant. Le contraire est vrai aussi, hein. Moi, je me suis planté la première année. Ma classe renversée, la première année, elle a super bien marché, jusqu'à l'examen. J'avais pas changé l'examen. Et donc les conditions d'examen étaient les mêmes. Les étudiants, comme ils avaient construit le cours par eux-mêmes, eh bien, ils sont arrivés la fleur au fusil, ils ont révisé toutes les matières, sauf la mienne. Et comme j'ai corrigé comme avant, la moyenne, elle est descendue de 2 à 3 points. Alors c'était un échec, j'étais très déçu, mais je me suis rendu compte de mon erreur. 15 jours après, c'était la séance de rattrapage. Là, j'avais plus que 20% ou 10% de mes élèves. Vous savez, les copies de rattrapage, c'est une catastrophe. Hein. Ils ne sont jamais bons, hein, c'est pas en 15 jours. Et là, copie de rattrapage, inversion. Copie de rattrapage, 18 sur 20, tout le monde. Pourquoi? Parce que dans les 15 jours, ils avaient compris qu'ils étaient allés à l'examen sans apprendre. Et comme ils avaient construit le cours, ils ont réussi à le faire en 15 jours. J'ai dit, je ne vais pas faire ça tous les ans. L'année suivante, je leur ai proposé qu'on construise ensemble l'examen, ce que l'on fait. Donc aujourd'hui, mes étudiants construisent ensemble l'examen. C'est-à-dire que le jour de l'examen, qui est un examen officiel, anonyme, individuel, sans document, contrôle de connaissances, eh bien, ils connaissent toutes les questions, toutes les réponses, et toutes les façons. Tu peux pas, t'as pas le droit, c'est impossible. Les surveillants, posez vos affaires, rangez vos cartables, attendez 8 heures pour... Mais ils connaissent tout, puisqu'ils ont tout fait. Donc mes étudiants, ils attendent juste de retourner la feuille. La seule surprise qu'ils ont le jour de l'examen, c'est laquelle des questions je vais choisir. Mais pendant le semestre, on construit ensemble 60 questions, 70 questions, questions de synthèse, moyennes, petites, avec des codes couleurs. Et je leur explique, je leur dis, vous savez, le jour de l'examen, 2 questions blanches, 1 question rouge, 3 questions vertes, on les a toutes faites. Et comment on les a faites? Ils ont écrit les énoncés et c'est moi qui ai résolu le problème. Je suis leur élève. Et quand vous demandez à mes étudiants, est-ce que c'est facile de noter un prof? Ils vous disent non. Pourquoi c'est pas facile de noter un prof? Ben, monsieur, il faut faire la question, et pour faire la question, il faut connaître le cours. Et donc si je ne connais pas le cours, je ne peux pas poser la question. Et quand le prof il me rend sa copie, vous savez quand moi je rends ma copie, le barème, comment ils me corrigent? Ben, ils sont obligés de m'expliquer leur correction. Et puis j'ai une façon aussi particulière de répondre, sinon ça ne serait pas drôle. Lorsqu'un groupe d'étudiants me pose comme question, 6 étudiants, 10 points, s'il vous plaît monsieur Caillé, 10 points, à l'aide d'un tableau à 2 colonnes. Expliquez-moi avec des illustrations les points communs et les différences entre les mécanismes enzymatiques de l'ADN polymérase chez les prokaryotes et de l'ARN polymérase chez les eucaryotes. 2 points d'explication, 1 point de schéma, 3 points pour les illustrations, etc. Là, je me dis, oh, ils ont bossé. Et là, je réponds du mieux que je peux, 10 sur 20, très bon élève, très fier. Un autre groupe me pose comme question, 10 points, à quoi sert l'ADN? Là, je me dis, ils ne sont pas foulés. Hein. À quoi sert l'ADN? 10 points. Ah bah attends, je vais vous répondre. Je ne sais pas. Ou alors, l'ADN, acide désoxyribonucléique, contient du désoxyribose. Le désoxyribose est un sucre. L'ADN est une réserve de sucre. Donc, quand la cellule a faim, elle mange son ADN. 0, 0,5. Mauvais élève, doit faire un effort. J'aimerais voir les parents. Les étudiants doivent me noter, m'annoter et me corriger. Le corriger. Donc, ceux qui me mettent des mauvaises notes doivent faire le corriger. Ils ont vite compris que plus j'ai des bonnes notes, moins ils ont de travail à faire. Et donc là, la méthode fonctionne. Pas pour tous les types de questions, mais ça peut fonctionner. Donc voilà, je fais mes examens, et puis on invente des choses intéressantes, juste pour vous mettre en appétit, parce que celle-là aussi, faites-la, elle est extraordinaire, quand vous pouvez. On a inventé, sans le vouloir, le devoir surveillé, non surveillé, qui ne finit jamais.
Alors un devoir surveillé, c'est un DS. Quand il n'est pas surveillé, on appelle ça un D, on enlève le S. Et donc ils font un devoir surveillé, ça dure 1 heure. Donc là, ils arrivent dans une salle, il y a 6 équipes, et là, c'est moi qui pose la question. Et je ne vais pas choisir n'importe quelle question. Il y a 6 équipes, je vais en profiter. Je vais poser les 6 questions les plus importantes du cours, les fondamentaux. C'est même pas la peine d'imaginer d'aller en master en école d'ingénieur si on ne connaît pas les réponses à ces 6 questions. Question 1, question 2. Et je dis aux étudiants, chaque équipe répond à une question et je vais vous noter. Vous êtes connectés, tous les documents, vous avez 1 heure pour le faire, top, c'est parti. Et là, silence, les 6 équipes se mettent à travailler, ils répondent aux questions, quels sont les 3 intérêts du phénomène du flottement, comment est réparée une mutation génétique en cas d'ultraviolet, etc. Enfin, ils ont des questions comme ça. Et au bout d'1 heure, ils doivent trouver les réponses, les argumenter, et ils doivent publier leurs réponses sur un document Google Doc. Je ramasse pas de copie. Au bout d'1 heure, top, terminé, l'épreuve est finie, vous pouvez remballer, rentrer chez vous, terminé. Là, il y a toujours un étudiant qui s'approche de moi et qui me dit « Monsieur, vous ramassez pas de copie, on n'imprime pas. » « Non, c'est sur Google Doc, je vous corrigerai. » « Ah ben, vous allez nous corriger tout de suite ou cet après-midi ?»« Non, je vous corrigerai dans la semaine, peut-être samedi. Enfin, il y a du rugby samedi, donc je vous corrigerai peut-être dimanche ou lundi, je verrai dans 10-15 jours. »« Ah oui, mais monsieur, nos copies, là, nos productions, elles sont sous Google Doc. C'est-à-dire qu'on peut chez nous, ailleurs, continuer à... » L'épreuve, elle est finie, mais on peut continuer à améliorer. Bah oui, vous pouvez continuer à améliorer. D'ailleurs, vous pouvez même effacer les réponses des autres, hein, puisque c'est un document Google Doc. Là, après, vous vous arrangez avec eux. Et donc, pendant 1 semaine, 8 jours, 10 jours, je me connecte chez moi de temps en temps, et c'est marrant, les copies, elles se construisent. Des fois, il y a un schéma qui n'est pas terrible, il disparaît le lundi, et le mardi, pouf, un bon schéma. Et donc, au bout de 8 ou 10 jours, je dis, tiens, je vais les corriger quand même. Donc là, je m'installe tranquillement. Je corrige l'équipe 1, 13/20, l'équipe 2, 14, l'équipe 5, je ne sais pas quoi. Mais je ne leur dis pas. Je leur mets des notes, hein, mais je ne leur dis pas. Ben, figurez-vous que les copies s'améliorent encore après la notation. Finit jamais, cette histoire-là. 3-4 jours après, je retourne voir les chapitres et franchement, si ça n'a pas bougé, je laisse la note. 14, ça reste 14. 12, ça reste 12. Par contre, si ça a bougé, je ne recorrige pas. Je mets juste un bonus. Donc c'était 13, je mets 13,5 ou 14. Si je vois qu'il y a eu une amélioration. Et là, je leur envoie un mail. Vos copies ont été corrigées. Et là, c'est marrant. Plus rien qui bouge. J'ai mis du formol sur le... Il n'y a plus rien qui bouge. Et je me suis rendu compte que lorsque je faisais ça, pour 1 heure de travail en classe, il y avait plus de travail à la maison et la production dans ces chapitres-là était meilleure que la production en cours pendant la classe renversée. Donc les années suivantes, j'ai multiplié l'exercice, ce qui fait que j'ai augmenté un peu le travail à la maison sans que ça les embête trop. Parce qu'un des secrets aussi pour éviter de rater une innovation pédagogique, c'est de leur donner plus de boulot à la maison que lorsqu'ils font du face-à-face. Parce que l'étudiant ou l'apprenant, il calcule. 1 heure de cours, une demi-heure de boulot à la maison, allez, ça me fait 1h30, maximum 2 heures. Donc à chaque fois qu'il voit le prof 1 heure, il en a pour 2 heures ou 1h30. Par contre, si vous lui dites, tu lis tout ça, 4 heures de boulot à la maison, 1 heure de classe renversée, ah j'avais pas compris, 2 heures pour remettre en place, et puis 1 heure pour apprendre, il se dit, punaise, ce qui me prenait 2 heures de boulot avant, ça m'en prend 8. Si tous les profs font de la classe inversée, ils réagissent. Donc un des secrets de réussite de ma classe renversée, c'est que le temps à la maison ne dépasse pas le temps qu'ils ont lorsqu'ils font des cours classiques. Et là, le devoir surveiller fonctionne. L'évaluation, important, mon échec de la première année. Donc j'ai changé, les étudiants font le cours eux-mêmes, et en même temps je me suis dit, quitte à changer, je vais changer aussi le contrôle continu, et j'ai aboli la note sur 20. J'ai éliminé la note sur 20, un peu comme l'écrit Peter Gumbel dans son bouquin « On achève bien les écoliers », je vous donnerai de la biblio, qui dit qu'il y a des choses incroyables qui ont été inventées en France, le redoublement, la note sur 20, enfin je ne continue pas, mais il y en a d'autres. Et donc la note sur 20, moi, elle ne m'intéresse pas parce que la note sur 20, elle est à un moment donné, l'étudiant, je lui mets 12, je lui mets 13, peut-être qu'il va aller plus, je ne sais pas, peut-être qu'il a de la chance. Moi, ça m'est arrivé comme étudiant d'avoir un 16 dans une matière où j'étais nul, mais je suis tombé sur la seule question que je connaissais, ou inversement, d'être frustré. Elle est injuste, bon, mais elle fonctionne. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose que je n'ai pas inventé, que j'ai retrouvé, et qu'on appelait, dans des temps pas si lointains, des bons points. Les bons points, c'est génial parce qu'il n'y a pas de maximum. On en a plein les poches et je peux en donner comme je veux. Et puis les bons points, c'est valorisant. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai écouté un conférencier un jour qui m'a expliqué qu'il y avait 2 façons de noter une dictée.
je pense que tout le monde ici le sait, si vous ne le savez pas, vous ne l'oublierez jamais. Il y a deux façons de noter une dictée. La première, tout le monde la connaît. Dès que vous faites une faute, on enlève des points, des demi-points, tout ce que vous voulez. Avant même, on recopie la dictée autant de fois qu'on avait fait de faute. Bref, c'était sanctionnant. Et puis, vous savez, quand on avait 10 ou 11 sur 20, ou mes étudiants, quand ils ont 10 en génétique, ils ne se fatiguent pas forcément pour avoir 11 ou 12. D'ailleurs, quand ils sont 14, ils sont contents des fois. Ou quand ils ont 3, ils se disent la moyenne est tellement haute, ça fige un peu. L'autre façon de noter la dictée, c'est de mettre un point à chaque fois qu'un mot est bon. Et donc, par exemple, on va faire du dictée, il y a beaucoup de classes qui font ça, on va faire une dictée de 30 mots. Je vous invite à une dictée de 30 mots. Vous avez 7 ans, 8 ans, on va faire la dictée de 30 mots. Le score maximal, comme dans un jeu, c'est 30 points. Donc si vous écrivez « le chat boit du lait », le, L-E, 1 point. Chat, C-H-A-T, 2 points. Bois, B-O-I, je ne mets pas de points. J'en enlève pas, j'en mets pas. Et donc un élève, il peut avoir 27, 12, 14, c'est un score. Donc la prochaine dictée de 30 mots, il essaye de battre son record. Tiens, j'ai eu 12, j'essaierai d'avoir 13 ou 14 points. Donc on a toujours envie de marquer des points, d'essayer de mettre plus de points que l'autre. Et quand vous êtes très bon et que vous avez 30 points, le maximum, bienvenue dans la dictée à 50 mots. Le monde supérieur, comme dans les jeux. Et là, on va essayer de jouer, vous savez, les niveaux, les mondes. Et c'est valorisant. Et donc moi, mes étudiants, je leur mets plus de notes sur 20, je leur mets des points. Donc quand un groupe me donne une bonne production, je leur mets 30 points, 40 points, 50 points, chacun. 50 points, 50 points, 50 points, 50 points. Même celui qui n'a rien fait, 50 points. Et quand ils font des choses à titre individuel pour lesquelles je mets des points, par exemple, ils posent des questions, ils font une démonstration, ils posent une question stupide. Un étudiant, il est concentré, il fait de la bibliographie. Un autre aide son camarade, lui donne une explication. Je mets des points individuels, mais j'en mets moins. 2 points, 4 points, 3 points. Ils ont vite compris que pour gagner des points, il fallait produire en groupe et qu'on pouvait en gagner individuellement, mais que ça mettait plus de temps. Voilà, c'est ce que je fais. Et surtout, ça me permet, ces points, non seulement de les valoriser, mes étudiants, mais en même temps de pouvoir noter des choses que je ne notais pas avant. Donc, par exemple, de noter des comportements, des compétences. Vous savez, il y a un auteur américain qui s'appelle Salman Khan, c'est l'inventeur de la Khan Academy, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « L'éducation réinventée ». Et il a dit quelque chose d'incroyable, il a dit « Il existe une compétence qui n'est jamais, jamais, jamais évaluée, notée par aucun système universitaire dans le monde et qui est une compétence fondamentale pour les entreprises et la société. » On la favorise, mais on ne la note jamais. Il n'y a aucun étudiant qui dit « Moi, je suis mention bien dans cette compétence. » C'est la capacité qu'a un élève à aider son camarade de classe. Alors qu'on sait qu'un élève qui aide son camarade de classe, demain matin, c'est le collègue qui va aider son collègue de département ou de bureau. Et donc pourquoi? Moi, je peux le faire avec mes points. Donc ça me permet de noter des compétences. Et surtout, ça valorise parce que avant, dans ma classe, quand j'avais 2 élèves qui arrivaient avec leur moyenne sur 20, vous savez, 2 copains, il y en a un, il a 12 sur 20 et l'autre, il a 14. Celui qui a 12, il sait qu'il est moins bon que celui qui a 14. Ou alors, il a 12 et son copain, il a 18. Bon, c'est tout, c'est casé. Tandis que maintenant, il n'y a rien qui va les motiver pour monter en points. Tandis que maintenant, quand mes élèves rentrent en classe, vous savez, 2 copains, il y en a un qui a 30 points et l'autre, il en a 80. 30 points et 80. Celui qui sort au bout de 3 heures de cours, qui avait 80 points, il va sortir à 90. Il rentre à 80, il sort à 90. Et celui qui est rentré à 30, il va sortir à 130. Il s'est pris 30 points en 2 heures. Ça veut dire qu'au début de chaque cours, ce n'est pas une moyenne, vous pouvez tout faire exploser votre score, comme dans les jeux. Ça veut dire que vous êtes capable de faire ça et d'être valorisé. On n'enlève jamais de points, on ne fait que valoriser. Alors à la fin du semestre, je projette sur le tableau un fichier Excel que vous voyez ici, chaque colonne étant un étudiant. Ceux qui ont compris le système, on les appelle l'Empire State Building, puis ceux qui n'ont pas compris le système, c'est la cabane au Canada, tout en bas. Et puis je leur dis, écoutez, j'ai un gros problème, le secrétariat, il ne veut pas de mes points. Parce qu'ils ont du mal à moyenner mes points avec leurs notes, donc on va transformer ensemble les points en notes et on négocie. Après tout, j'ai voulu créer une entreprise, on va négocier les salaires. Et donc, je dis les salaires parce que en école d'ingénieur, j'ai un étudiant qui m'a dit, un prof qui m'a dit, tu sais que tu as inventé une monnaie, un peu comme le bitcoin de la génétique, tu payes tes élèves, ils ont un capital, ils s'enrichissent. Donc ensemble, avec les étudiants, on transforme les points en notes sur 20. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer. Voilà, je termine avec des considérations un peu plus générales, mais qui permettront pour vous d'échanger avec moi et puis que ça mature un peu dans ce qui va suivre. Ma classe, elle est ouverte. Les fenêtres, les portes, enfin j'utilise surtout les portes,
sont ouvertes, mes cours sont publiés, les heures de cours, tout le monde peut rentrer. Donc j'ai 40 élèves, il y a toujours 3-4 profs qui viennent, des administratifs, on rentre, on partage, on a une trentaine de profs à faire ce genre d'expérience, c'est comme une ruche. Hein. Donc moi les profs participent, ils viennent, ils peuvent venir 1 heure, une demi-heure, ils s'inspirent, ils me donnent des idées. Tiens, tes tableaux tournants, moi j'aurais fait autrement, waouh, bonne idée. Ou alors, tiens, tu m'as donné une idée. Donc on se partage nos expériences, c'est porte ouverte, open bar. Vous venez quand vous voulez. Et on crée des ateliers de pédagogie pour échanger sur nos méthodes. Donc on travaille ensemble, on crée des ateliers spécifiques. Par exemple, on crée des ateliers sur serious game, improvisation, théâtre, marionnette, Lego, marshmallow challenge, apprentissage par projet, tout ce que vous voulez. J'ai des profs de prépa, je leur apprends à noter des élèves en utilisant des baby-foot ou si c'est des profs de Marseille, des boules de pétanque. Comment? Ah oui, mais des profs, il faut voir l'œil illuminé de profs de prépa qui ont inventé en 4 heures d'atelier un concours de baby-foot de 4 heures qui permet d'avoir un classement de ses élèves en fonction du niveau en mathématiques, 4 heures de tournoi, 0 minute de correction de copie à la maison. Alors celui qui ne veut pas, il continue à faire des copies et lui c'est toujours 4 heures d'examen et tout le week-end à corriger des copies. Donc on est innovant dans la pédagogie mais aussi innovant dans l'évaluation. Le secret, alors il n'y a pas de secret, sinon s'il y avait un secret, on publierait le secret de la pédagogie et tout le monde le ferait. Le mot important, je l'ai entendu tout à l'heure, ce matin, pour être plus précis, confiance. Pas de confiance, ça ne marche pas. 3 niveaux de confiance, le prof, l'expert, vous, les formateurs. Le prof doit faire confiance au groupe, premier. Les étudiants doivent se faire confiance entre eux lorsqu'ils travaillent, important, donc il y a des tests. Et les étudiants doivent faire confiance au prof. Comment vous allez me noter différemment? Pas de confiance, c'est même pas la peine de faire ça. Voilà, ça c'est un premier mot qui est secret. Deuxième mot qui est secret, il faut lutter contre les maladies. C'est un biologiste qui vous le dit. Et il existe une maladie qui touche beaucoup de profs et qui empêche de faire l'innovation, c'est ce que j'appelle la programmite. La programmite, c'est une maladie qui fait que si vous n'avez pas fait 100% du programme, vous avez l'impression d'avoir fait une faute professionnelle. Et donc vous chargez. Et donc il y a des moments, il faut savoir en dire moins, en expliquer moins, et puis respecter le rythme, et peut-être être capable de différencier. J'aime beaucoup la notion de pédagogie différenciée. Mais celui qui pense que son boulot, c'est juste de dire 25 000 choses en 50 heures, eh ben, il aura du mal à innover. Ne jamais laisser les étudiants tout seuls, parce que c'était provoquant, un do it yourself. En fait, il y a de l'organisation, travail, c'est pas fait n'importe comment. Donc, surtout sur Internet, parce que tout est sur Internet, mais c'est pas tout de chercher sur Internet. Il faut trier, discerner, référencer. Et donc, on leur apprend d'autres choses. On leur apprend à trier, à référencer. Et puis, peut-être que c'était pas la bonne idée, le do it yourself. Fais-le par toi-même. Peut-être que la bonne idée, c'est do it with others. Fais-le avec les autres, fais-le en groupe. Travaille, essaye de... Les étudiants, les bons élèves, je les aime bien parce que je les oublie pas, mais ils sont un peu égoïstes. C'est un peu leur travail, leurs notes, ils n'aiment pas trop partager. Et comment ils acceptent que c'est tout le groupe qui a 15 ou 17 alors qu'eux pourraient avoir plus? Il faut leur expliquer ça, que la société, elle attend d'eux qu'ils apportent à leurs collaborateurs autre chose que la bonne note. Toujours pour faire référence à ce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, moi, je pense qu'il existe, que l'égoïsme, c'est super important. Moi, je suis super égoïste, je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à me faire plaisir. Et donc, j'ai trouvé une solution, mais je ne suis pas le seul. La forme la plus aboutie de l'égoïsme, celle qui va vous apporter le plus de satisfaction, ça s'appelle l'altruisme. Parce que l'altruisme, il n'y a pas plus égoïste. Vous en faites tellement pour les autres que ça vous rapporte plus que si vous ne pensiez qu'à vous. Donc, je dis à mes étudiants, mais devenez les plus égoïstes du monde et je vous propose l'égoïsme co-élaboratif. L'égoïsme, le co... Et là, vous allez voir, et pratiquer ça aussi en équipe, pratiquer ça aussi en entreprise. Voilà, les étudiants, il faut leur faire confiance. Ils ont des modes d'apprentissage très différents des nôtres. Enseigner, apprendre, rien à voir. Hein. Je ne vais pas vous refaire Marcel Lebrun, mais on ne peut pas dire « je vais vous apprendre à ». Ça ne marche pas, vous apprenez jamais rien à personne. On dit « je vais t'enseigner, je vais t'expliquer, tu vas apprendre ». Donc les étudiants peuvent apprendre différemment, avec des modes différents. Vous irez jeter un coup d'œil sur l'expérience du trou dans le mur. Sugata Mitra, extraordinaire, un Indien, il y a une dizaine, vingtaine d'années, qui a fait un trou dans un mur en béton, dans des bidonvilles indiens. Il a juste mis derrière un écran d'ordinateur avec un pad. Il a laissé les jeunes petits Indiens qui ne parlaient pas un mot d'anglais, sans notion, arriver devant ce trou en regardant l'écran, puis ils ont commencé à bouger. Et au bout de quelques semaines, des jours, des semaines, ils ont commencé à surfer, etc. Ils ont eu envie d'apprendre l'anglais et ça marche super bien. Ils ont retourné. Il y a cette expérience du trou dans le mur, elle a
fait une vague immense en Inde et dans d'autres pays. Autrement dit, on sous-estime les capacités de non-experts à devenir rapidement des experts dans quelque chose. L'autre secret, c'est d'utiliser toutes les formes, la variabilité, pas seulement numérique, mais du papier, du numérique, du présentiel, passer d'un outil à l'autre. Vous savez, des étudiants, certains sont super bons en carte mentale, d'autres sont bons sur du clavier, d'autres savent écrire, etc. Les étudiants en médecine, ils comprennent bien ça. Hein. Quand il y en a un qui prend des notes, l'autre il fait les dessins. Et le troisième, il regarde les définitions. Et quand ils travaillent à trois, il y en a 2 sur 3 qui ont le concours parce qu'ils ont su travailler ensemble. Voilà, multiplier les choses. Pour conclure, il n'y a pas une méthode d'enseignement différente. Hein. Il y a peut-être 2 façons d'enseigner, mais je pense qu'elles ne sont pas bonnes ni l'une ni l'autre. L'enseignement académique, je fais 100% de lecture de mon cours, ou alors le côté plus artistique, un peu différent, le genre faites-le par vous-même, la musique un peu comme le plus créatif du monde. Peut-être qu'il faut imaginer de passer d'un mode à l'autre, peut-être que les profs, selon leur personnalité, ont envie d'être plus l'un, plus l'autre. Donc comment est-ce que je peux sortir un peu de mon cours habituel parfois et le faire différemment, sachant qu'il n'y a pas d'opposition, et ça c'est aussi le mot terminal qui est très fort, il n'y a aucune opposition entre l'enseignement académique et l'enseignement créatif. Je ne parle pas de pédagogie créative, parce que pour moi, il faudrait qu'on m'explique ce que c'est qu'une pédagogie qui n'est pas créative déjà, ou une pédagogie qui n'est pas active. Puisque la pédagogie, chez les Grecs et les Romains, moi je l'ai appris tardivement, alors que ça faisait déjà 25 ans que j'étais prof, ça fait seulement 3 ans que je sais ce que ça veut dire pédagogie, et j'étais très surpris d'ailleurs. Je suis passé par Wikipédia, puis après j'étais vérifié dans l'Encyclopédia Universalis. Le pédagogue dans l'Antiquité, ça n'a rien à voir avec un prof. Hein. D'ailleurs, il n'a aucune connaissance. Le pédagogue, je marche à côté de l'enfant, pédagogie, c'était un esclave, sans aucune connaissance. Et son boulot, ou pédagogue, c'était juste d'accompagner le fils du maître à l'école, le protégeant sur le passage, pour qu'à l'école, il apprenne les sciences du maître, l'autre maître. Et ensuite, le pédagogue, il ramenait l'enfant à la maison. Peut-être qu'il le protégeait, peut-être qu'il portait son cartable, je ne sais pas. Peut-être qu'il lui faisait faire ses devoirs, j'en sais rien. Mais en tout cas, aucun lien avec l'enseignement, sinon qu'il le conduisait à l'école. Donc enseigner avec pédagogie, moi au début, je pensais que ça voulait dire être plus clair, plus audible. Non, non, c'est accompagner. Donc comment on peut accompagner sans être actif? Enfin, ça veut dire quoi un pédagogue qui ne bougerait pas? Donc la pédagogie active, pour moi, c'est un pléonasme. Par contre, l'enseignement inactif, l'enseignement actif, là, on pourrait en parler. Voilà, donc ce qui est important, c'est à certains moments, comment vous perturbez un peu le jeu. Nous, on aime bien dire hacker, on est des hackers pédagogiques. Et comment vous respectez aussi les gens qui font de l'enseignement classique. Parce que si vous voulez faire des enseignements très innovants, vous devez bénéficier du travail de profs, de formateurs qui font des enseignements très classiques. Et vous devez faire les deux et travailler en équipe collaborative. Et surtout pas créer un schisme dans vos collègues. Dans les entreprises, c'est pareil. Tiens, ça, c'est les innovants et les autres, c'est les has-been. Non, non, non. Les deux sont complémentaires. Et quand vous avez une victoire en innovation, vous associez les autres. Et quand vous avez un problème en innovation, on va chercher ceux qui n'innovent pas ou qui innovent différemment. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure l'une d'entre vous, il y a sûrement des pédagogies académiques qui sont très actives, avec une craie, un tableau par exemple, et des pédagogies avec des lunettes 3D, des simulateurs de vol, des tableaux intelligents, des chaises tournantes et je ne sais quoi, qui sont ni plus ni moins que de la réplication, de la transposition. Il suffit d'écouter les commerciaux qui vous vendent des solutions. Ils vont vous expliquer comment vous allez faire plus cher ce que vous faisiez avant avec une craie et un tableau. Par contre, moi, quand je vois un vendeur de tableaux intelligents que je lui dis « Moi, elle me plaît votre solution, mais moi, je suis assis, c'est moi l'élève. Et mes 40 étudiants, ils sont au tableau. Comment est-ce que 40 élèves peuvent faire fonctionner votre tableau intelligent ?» Et là, il ne sait pas. Il ne sait pas parce que la classe renversée n'est pas adaptée au tableau interactif. Voilà, ce schéma, c'est ma diapo préférée. Quand je fais des conférences qui ne durent que 1 minute, c'est celui que j'utilise. L'innovation, c'est la biodiversité, c'est la transdisciplinarité, c'est des méthodes changeantes, c'est peut-être l'endroit le plus incroyable. Pour un biologiste, ça s'appelle la canopée, le sommet d'une forêt où il y a toujours des choses à découvrir. C'est la vraie vie, ça. Quand on vit tous les jours, on est dans la canopée. J'espère, hein, si on est heureux. Et ça, la canopée, ça repose sur des trucs qui n'ont pas l'air très amusants, des troncs ou des racines, des disciplines, des silos. Mais c'est fondamental, parce que si vous voulez faire que de l'innovation, et pas perdre de temps à grimper sur l'arbre, eh bien vous coupez tous les troncs, la canopée tombe par terre et vous allez étudier quelque chose qui va mourir.
Et dans les entreprises, c'est la même chose, quelles que soient les entreprises, dans l'éducation ou pas. Si vous voulez qu'il y ait une cohérence, un écosystème, il faut travailler la jonction. En fait, le principal enjeu de l'innovation, pédagogique ou autre, c'est comment elle s'articule à l'académique. Comment elle s'articule et comment on joue sur les complémentarités. Donc cette image de la canopée, elle est fondamentale. Un prof ne peut pas faire de la classe inversée, renversée, serious game, tout ce que vous voulez, s'il n'a pas des compétences, s'il ne s'appuie pas sur des disciplines. Et la preuve, elle est que nous, on a une équipe de 35 à 40 profs dans notre université, on a 29 000 étudiants. Quand je regarde mes 30 à 40 profs qui font ça, c'est presque tous des profs qui adorent le cours magistral. C'est presque tous des profs qui adorent le PowerPoint normal. Et donc, mais ça les ennuie d'avoir 10 à 15% d'élèves qui n'écoutent pas, alors ils vont innover. Tandis que vous en avez d'autres, ils ont des difficultés en cours magistral, et bien ils ont aussi des difficultés à innover, et c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec eux et de les aider. Contrairement à ce que vous voyez sur le tableau, je ne vends pas mon livre parce que tout ce qui est dedans est déjà sur Internet. Donc si vous allez sur mon blog, vous trouvez déjà tout ça. Si vous avez envie de l'offrir, vous achetez le livre, mais tout est déjà sur Internet, tout est publié, ce que je fais avec mes étudiants, leurs avis positifs, négatifs. Et si vous m'envoyez un mail, je vous envoie des films, des liens avec des films pour que vous voyez un peu en images à quoi ça correspond. Comment je transforme mes points en notes ? En fait, j'étais un peu vite. Je ne demande pas aux étudiants pendant 2-3 heures à transformer 25 points en une note sur 20. Je leur montre un peu le résultat de l'entreprise. Je leur dis, voilà, ça c'est le résultat, le compte d'exploitation. Donc voilà comment on a travaillé ensemble. Est-ce que vous trouvez qu'on a fait du bon boulot ? On commence à discuter comme ça. Comment vous trouvez on travaille ? Est-ce que c'était bien, pas bien ? Est-ce que vous trouvez que vous bossez mieux dans ce cours-là que dans un autre ? À combien vous imaginez la moyenne ? Donc les étudiants, au départ, ils négocient très fort. Donc la moyenne, on va la mettre à 16 sur 20 parce qu'on a super bien bossé. OK. On met la moyenne à 16 sur 20. Dans les autres matières, c'est combien la moyenne ? Il n'y a aucune moyenne qui dépasse 12, par exemple. Ah, je ne vais pas vous mettre une moyenne. Il faut respecter les règles du marché. C'est contrôlé, la monnaie. Et donc, on continue, on travaille, etc. On arrive à des moyennes un peu classiques, on peut monter. Et ensuite, on regarde les nuages de points. Et on dessine. J'ai un feutre, c'est projeté sur un tableau. On se met d'accord sur des aires. Et moi, la vraie note, c'est moi qui le fais chez moi. Dans un nuage de points, un nuage de points que j'ai estimé à 13 sur 20 ou 14, eh ben, je peux majorer selon que l'étudiant, sa position dans le nuage, elle est au-dessus ou en dessous. Et puis j'ai aussi un test d'auto-évaluation que les entreprises connaissent, qui s'appelle le 180 degrés, que j'ai transformé. Il y a le 360 et le 180 degrés. J'ai transformé le 180 degrés pour que les étudiants s'auto-évaluent par perception du travail des autres, et ça me permet de contrôler leur perception des passages des clandestins avec ma perception. Donc je peux moyenner ou descendre. Et enfin, tout ça, ces points, c'est le contrôle continu. Après, il y a l'examen où là, c'est des points classiques. Très clairement, la première année, quand j'ai pas calculé au millimètre, mais la première année, quand j'ai créé cette méthode, si on considère que d'habitude j'avais 100% de travail, imaginons que mon cours il me demande 100% de travail, un cours que je connais tous les ans depuis 25 ans, la première année ça m'a demandé 130% de travail. D'accord, on va dire un tiers de boulot en plus, la première année. Mais la deuxième année, je suis descendu à 100 tout de suite. Et je suis toujours à 100. Je ne travaille pas plus que l'année d'avant la première expérience. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a une très grosse différence entre ce qui se passait avant. C'est que, et ça c'est aussi intéressant, c'est valable dans n'importe quel type d'enseignement. Dans un cours magistral, ce que je faisais avant, qu'est-ce qui fonctionne ? Moi, dans mon cours, franchement, 80% ça fonctionnait. 80% de succès en cours normal et 20% de problèmes. Et maintenant que je fais de l'innovation pédagogique, 80% de succès et toujours 20% de problèmes. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que quand j'avais 20% de problèmes avant et que je discutais avec les étudiants, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ah monsieur, trop de travail, vous parlez trop vite, pas assez de documents, les notes sont... Eh bien c'était toujours les mêmes problèmes et personne n'était capable de résoudre ces problèmes. Parce que quand je leur disais, comment on peut faire ? Comment vous pouvez faire ? C'est votre méthode. Nous, on n'a pas demandé à faire du cours magistral. Tandis qu'ici, quand il y a 20% qui ne fonctionnent pas, ah oui, les tableaux tournants, le QCM interactif, le karaoké, le chapitre qui tourne, là, on n'aime pas trop. Bon, vous proposez quoi ? Bon, on fait autre chose. OK, vous faites autre chose. Et donc, les 20% qui ne fonctionnent pas dans ma classe depuis 4 ans, c'est 20% qui changent tout le temps. Et je ne suis jamais obsédé par ça parce qu'il y a toujours des étudiants qui trouvent des solutions. Et ce que je n'ai pas dit aussi, mais que vous pourriez faire aussi, qui est très facile à faire, tous mes cours, vous vous rappelez, j'ai dit que les 15 premières minutes, je prenais la main. Et je prends la main les 5 dernières minutes, les 3 dernières minutes. Et il n'y a jamais un de mes étudiants qui sort de la salle sans évaluer la séance. Toutes les séances sont évaluées. Je suis noté à chaque séance. Et j'ai toujours la même note, la note optimale. Vous savez ce que c'est que la note optimale ? C'est 10 sur 20.
Les étudiants, ils sont 50, ils sortent, ils m'ont tous mis chacun 10 sur 20 à chaque séance, et ils sont obligés tous de me noter, et ils sont tous obligés de me donner 10 sur 20. Comme ça, c'est facile, la moyenne, c'est toujours 10. Et comment est-ce qu'ils font? Ils prennent une feuille de papier A4, ils tirent un trait au milieu, ils écrivent plus en haut, moins en bas, et ils ne peuvent pas sortir de la salle de classe sans écrire dans la première partie quelle est la partie du cours de la séance que j'ai préférée, pourquoi, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, ce que j'appelle le top 1, et en dessous, quelle est la partie du cours que j'ai détestée, exécrée, qui m'a perturbé, que je trouve nulle, etc. Ils l'écrivent de manière anonyme. Ils sont obligés, ils ont adoré la séance, ils trouvent un point négatif. Ils ont détesté la séance, ils trouvent un point positif. Je sors de tous mes cours avec 40 ou 50 opinions positives et 40 ou 50 opinions négatives. Je rentre chez moi et là, je vais les rentrer sur un fichier Word. Ça me prend 1 heure de travail. 1 heure de travail au lieu de 2 heures de correction de copie, hein, j'y gagne. Et je connais toutes les satisfactions positives et négatives de toutes les séances. Quand c'est fini, le lendemain, je le publie sur Internet, vous pouvez aller le voir. Je l'envoie aux étudiants par mail, ils voient le verbatim. Il y a même des étudiants qui me disent « Mais monsieur, c'est vous qui avez retapé tout ça ?» Ben oui, donc vous lisez ce qu'on a écrit. Oui. Et qu'est-ce que j'observe? Et ça, je suis sûr que vous l'observez aussi. Les avis positifs, quand je regarde tous les avis positifs, il y a très peu de variabilité. Les étudiants sont toujours contents pour les mêmes choses. On a travaillé ensemble, c'était interactif, on n'a pas vu le temps passer, gna 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 gna. Les avis négatifs, hyper variés. Les gens dans le négatif, ils sont super variés. C'est pour ça qu'en créativité, on passe des fois par l'échec avant de repasser. Et donc les avis positifs, franchement, j'en fais rien du tout. Je suis très content. Mais les avis négatifs, il n'y a que ça qui fait évoluer ma classe. Et la plus grosse évolution, et là je veux vraiment terminer là-dessus, la plus grosse et belle évolution de ma classe renversée, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, elle n'est plus renversée à 100%, elle n'est renversée que pour les 2 tiers du semestre, parce qu'au bout des 2 tiers du semestre, on a tout réussi, ce qu'on faisait avant. Et qu'est-ce que je fais le tiers restant? Eh bien, je fais de la classe inversée. C'est-à-dire que je fais travailler les élèves en résolution de problèmes sur un cours qu'ils ont construit eux-mêmes. Donc, j'ai plus le problème des étudiants qui disent « j'ai pas lu, j'ai pas fait, etc. » puisqu'ils ont tous construit. Donc, c'est grâce aux étudiants. J'étais incapable de trouver ça tout seul, que j'ai aujourd'hui une formule qui va s'améliorer, que j'ai pas appelée comme ça, mais en fait, j'ai inversé ma classe renversée. C'est une très bonne question. Par contre, c'est arrivé dans un autre exercice. Et je vais me régaler à vous la raconter parce que là, franchement, c'est un moment assez émouvant quand même de cette classe. Moi, l'étudiant qui dit « si j'avais su, il fallait savoir ». Donc, ils n'ont pas de points en moins. Il a raté l'occasion, ils ont raté l'occasion d'avoir un bonus. Mais ils sont toujours payés pour ce qu'ils ont fait. La règle du jeu, c'est vrai que certains étudiants veulent connaître toute la règle du jeu avant de rentrer dans le jeu. Mais c'est sympa des jeux où on découvre la règle des fois qui change. Puis vous savez, l'arbitre, parfois, il fait des erreurs d'arbitrage ou autre. Mais si j'avais su, c'était intéressant. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, et ça, vous allez le retenir, je pense. J'ai voulu, par provocation, créer une entreprise. Une petite entreprise. Eh bien, j'ai eu ce que j'ai mérité. C'est-à-dire que j'ai eu un mouvement social. Et ils n'en sont pas arrivés à me brûler des pneus devant la salle, mais c'est arrivé. Et donc, la première année, la classe renversée, ça marche très bien, je suis très content, il y a 20% de problèmes, je trouve des solutions, et me voilà ma 2e année à refaire ma classe renversée pour la 2e fois. Et là, ça se passe super bien, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et au bout des 2 tiers de la classe renversée, il y a une étudiante qui vient me voir, et qui me dit « Monsieur, si vous avez un peu de temps, j'aimerais qu'on parle un peu de votre pédagogie. » Une très bonne étudiante, 18 sur 20, top. Je lui dis oui, tu veux parler? Non, mais pas toute seule, je voudrais venir avec mes copines parce qu'on est plusieurs à penser, on a envie de discuter. Et comme j'ai séparé les bons élèves, forcément, les copines qui étaient tous des bonnes élèves, elles étaient toutes dans des groupes différents. Heureusement qu'elles n'étaient pas dans le même groupe parce qu'elles m'auraient... Mais bon, elles étaient dans des groupes différents. Donc les 4-5 filles viennent et elles disent on aimerait discuter parce que vous savez, c'est bien, nous on l'a fait, on n'aime pas trop cette méthode, mais on a joué le jeu. Maintenant, ça fait des 2 tiers du module qui sont passés, il reste 1 tiers de cours. Franchement, on voudrait, l'examen, va arriver, vous comprenez, là on est aux limites, on a joué le jeu mais on est aux limites, ok. Je leur ai dit, est-ce que, oui on est beaucoup à penser ça, vous savez, beaucoup dans la promo on pense ça, on parle pour les autres. Alors j'ai dit, ok, on va faire une petite assemblée générale et me voilà entouré à la fin de mon cours de mes 50 étudiants. Et là je leur dis, exprimez-vous, qu'est-ce qui prend la parole en premier? Mon petit délégué syndicaliste, ma petite, qui me dit, voilà, gna gna gna, elle me refait son truc en 5 minutes, ok, très bien. Sa copine se lève, et oui, moi aussi, je pense que, et la 3e. Et il y en a une qui se lève au milieu du groupe, et elle dit, moi, monsieur, je suis d'accord avec mes copines, mais j'aimerais vous dire quelque chose de plus. Et j'espère que vous allez bien le prendre.
Mais c'est ce que je pense. Nous, vous savez, on paye des études à 5 000 €, on veut rentrer en école d'ingénieur, on comprend bien les pédagogies, tout ça, mais nous, c'est le savoir, on n'est pas là forcément pour être expérimenté. En fait, on n'est pas des cobayes, on n'est pas de la chair à canon, et on voit que ça vous fait plaisir. On a vu, vous avez fait une conférence TEDx, vous publiez, donc on n'est pas là non plus pour vous faire plaisir. Et moi, devant 50 étudiants, moi, Donc, je ravale un peu, puis je la laisse terminer. Je dis que bon, ok, j'ai compris. D'abord, c'est ton avis, je le respecte, mais ce n'est pas la réalité. Donc déjà, sache cela. On ne va pas discuter de ça devant tout le monde. Je voudrais que le débat continue. À ce moment-là, elle dit rien. À ce moment-là, il y a un élève qui se lève et qui dit « Moi, j'aimerais dire le contraire. Je pense que cette méthode, parce que je ne suis pas un très bon élève, il n'a même pas le temps de finir sa phrase, que voilà une étudiante qui dit « Oui, mais enfin, tu sais bien, on a vu que… » Je dis « Stop, il faut laisser exprimer un peu… » Donc tout ça, ça dure un quart d'heure. C'est court, un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je dis « On arrête, on ne va pas débattre pendant des lustres. Vous allez rentrer chez vous et je vous donne 48 heures pour m'envoyer chacune un mail. » dans lequel vous écrivez, là il ne sera pas anonyme, hein, c'est un mail, votre avis, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vos propositions. Effectivement, il reste un tiers du cours, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'écoute. Il m'envoie un mail, le 48 heures, j'ai tous les mails, je peux vous dire qu'il y a 80% des étudiants, 85% qui sont à fond, qui veulent continuer, et il y a 15-20% d'étudiants qui argumentent, je reconnais les filles, parce qu'il y a leur nom, en expliquant, bon. Je retourne le cours suivant et je dis voilà, et je leur envoie les mails. Hein. Donc moi je fais du copier-coller, je renvoie tout, ils n'ont pas les noms. Hein. Donc ils ont tout le verbatim complet, mais ils n'ont pas les noms. Ils se reconnaissent que… Et donc je leur dis, écoutez, voilà, vous avez bien vu, hein, je vous ai rendu les 80 mails, les 50 mails, il y a 15% d'élèves mécontents, et bien on va satisfaire les 15%. C'est pas parce qu'ils sont en minorité qu'ils ont tort, on va satisfaire les mécontents. Donc, je vous propose de monter des séquences académiques d'un quart d'heure, de faire des séquences de cours inversés. C'est comme ça que c'est venu un peu le fait d'inverser la classe renversée. Et on fait le truc. Et la méthode, elle a super bien marché. Je peux vous dire, dans le tiers restant, j'ai pas eu à gérer mon conflit, ça a super bien marché. À la fin du semestre, quand je leur fais le tableau de points, vous savez, les points que je transforme en notes, et qu'ils me demandent dans le détail, je leur explique. J'ai mis des points pour les chapitres, j'ai mis des points pour l'aide, j'ai mis des points pour la biblio, j'ai mis des points pour ceux qui prenaient des… Et j'ai même mis des points pour les élèves qui réclamaient des améliorations. Par exemple, les 5 filles qui avaient provoqué ce petit mouvement social, eh bien, je vous ai mis 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, parce que vous avez permis d'améliorer le cours. Et toi, alors je cherche la fille, toi, tu te rappelles ce que tu m'as dit devant tout le monde? Ben toi, je t'ai mis 35 points. Parce que ce que tu m'as dit, c'était fort, c'était dur, c'était faux, c'était ton interprétation, tu as eu le courage de le dire. Moi, à ton âge, j'aurais jamais osé dire ça à un prof. Et toi, demain dans l'entreprise, tu seras une collaboratrice sur qui on peut faire confiance parce qu'elle peut être en désaccord sans rentrer en conflit. Et ça, c'est des gens qui ne cessent pas faire. Donc moi, la méthode que je mets en place, elle est aussi pour valoriser ça. Et là, il y a un étudiant, et je termine vraiment avec ça, qui lève le doigt et qui dit « Ah ben moi aussi, ce jour-là, j'avais un truc à vous dire. Oui, mais comme vous me dites, ben ce jour-là, ben, tu attendras le prochain jour pour t'exprimer. » Voilà, merci beaucoup, et puis bonne continuation. C'est les étudiants que vous applaudissez, parce que moi, j'aurais jamais pensé à ça tout seul. Et comme je l'ai dit au tout début, si vous voulez innover sans les usagers, ben, faut faire autre chose, quoi.